On a un concept qui touche bien des éléments de la vie. On en parle généralement surtout lorsqu'il y a maladie, et donc on en parle aussi lorsqu'il y a hypercholestérolémie familiale, c'est le déni. Voilà, pour en parler, je vous remercie d'accueillir le professeur Gérard Schmitt, qui est pédopsychiatre à l'université de Reims. Bonjour à tous. Alors, merci donc de me donner l'occasion de parler du déni. Si vous voulez bien, je vais parler assis, si ça ne vous dérange pas. Alors, il y a quelques jours, si vous voulez, j'ai eu l'occasion de vivre une expérience un peu douloureuse qui m'a fait prendre conscience une fois de plus, si vous voulez, du caractère extrêmement important et irrationnel du déni. C'était des circonstances tristes, c'était l'enterrement d'une amie, qui était décédée d'un cancer du poumon à 62 ans, qui est une femme dont tout le monde savait qu'elle était une très grande fumeuse. Et à l'issue de la cérémonie dans le crématorium, on sort. C'était un public qui était composé de nombreux médecins et soignants. On se répartit en petits groupes pour discuter, comme on fait dans ces circonstances. Et à ce moment-là, je m'aperçois que dans beaucoup de petits groupes, il y a des gens qui sortent fébrilement leurs cigarettes de leur paquet de tabac, leur paquet de cigarettes. Et je me disais, mais c'est quand même extraordinaire. Pour moi, c'était assez inattendu. Je sais que beaucoup de gens fument, c'est pas la question. Mais je ne m'attendais pas que dès l'enterrement terminé de notre collègue fumeuse, on se précipite sur ces clubs. Ça m'a un peu sidéré. Alors, si vous voulez, le déni, c'est donc un processus psychologique qui existe chez tout un chacun et qui a des fondements quand même très anciens, des racines dans la vie infantile, ce qui explique la force de sa persistance et sa persistance même dans des conditions qui semblent tout à fait irrationnelles. Alors le déni, qu'est-ce que c'est? C'est le rejet par le sujet de la perception d'une réalité qui, si elle était perçue, serait traumatisante. C'est-à-dire, il y a une réalité, si je l'intègre dans mon monde de représentation, ces représentations vont me traumatiser, donc je préfère laisser de côté cette réalité. Donc, si vous voulez, c'est un mécanisme de défense qui est assez archaïque, assez primitif, et qui constitue la première ligne de défense quand un sujet est confronté à quelque chose de très désorganisant. On t'a piqué ta voiture. Ah non, c'est pas vrai. Ta mère a un cancer. Oh, certainement pas. Chaque fois qu'on a une mauvaise nouvelle un petit peu grave, un petit peu significative, la plupart des gens réagissent en écartant pour un temps la représentation de l'élément déstabilisant. Alors, ce mode de défense, c'est une certaine efficacité. C'est le fait de ne pas se soucier de ce qui devrait vous soucier, ça vous permet, ça vous donne un petit délai, où vous pouvez vivre un peu tranquille, si je puis dire. C'est une efficacité de courte durée, naturellement, puisque ce mode de défense empêche la prise en charge de la réalité, donc ça risque de mettre en difficulté le sujet. C'est-à-dire qu'à terme, le déni de réalité, ça nous met plutôt en danger, si on ne prend pas conscience de ce qui existe vraiment. Alors en médecine, si vous voyez, il y a beaucoup de situations de déni. C'est un processus défensif qu'on rencontre souvent chez nos patients, souvent d'ailleurs dans le premier temps d'une prise en charge. Il y a le déni du diagnostic, comment un cancer, mais non, vous êtes trompé de personne, non, c'est pas un bon examen, on va leur faire, etc. Le déni de la gravité de la maladie, bon d'accord, j'ai un cancer, mais c'est un tout petit cancer, il ne va pas m'empêcher de vivre, etc. Et puis surtout, ce qui est peut-être plus gênant encore, c'est le déni de l'utilité du traitement. Alors on rejoint la question des statines, où des sujets pourraient dire oui, c'est vrai, j'ai du cholestérol, mais en fait, c'est peut-être pas nécessaire de le soigner. Alors naturellement, dans mon métier de psychiatre, on rencontre souvent des situations cliniques où le déni fait partie de la maladie même. Par exemple,
la plupart du temps, si vous voulez, quelqu'un qui est dans un délire schizophrénique ou paranoïaque, hein, chez les complotistes, là, vous avez décrit les traits des complotistes, ça ressemble beaucoup à la pensée paranoïaque, hein, ce que vous avez décrit. Alors, dans ces situations-là, naturellement, le patient est le dernier à reconnaître qu'il est porteur d'une affection psychiatrique. Alors, bon, en médecine, il y a un autre déni, que je vais en dire un tout petit mot, parce que j'ai été choqué il y a quelque temps par le jugement d'une cour d'assises qui a condamné une dame qui en fait avait agressé son nourrisson dans la suite de ce qu'on pourrait appeler de ce qu'on appelle un déni de grossesse. Le déni de grossesse est tellement impressionnant qu'on a tendance à le dénier. En tout cas, là, les jurés l'ont dénié. Hein, ils n'ont pas reconnu cette pathologie. C'est une pathologie qui est assez rare, mais qui existe. Hein, de personnes, de mères, de femmes qui sont enceintes, mais qui, malgré les signes physiques et les ressentis proprioceptifs de grossesse, ont du mal à accepter l'idée d'avoir un enfant et donc sont prises dans ce déni. Donc vous voyez, alors maintenant, encore plus courantes, enfin très courantes, sont les dénis concernant le risque dans les conduites à risque. En particulier, si vous voulez, les addictions, le tabagisme, l'alcoolisme. Je vais parler de mes collègues là, qui fument leur clope sur le cercueil de leurs collègues morts d'un cancer du poumon. Alors ça, si vous voulez, c'est extrêmement fréquent. Hein. Vous savez que les alcooliques ont tendance d'abord à dénier la prise d'alcool. Hein. Ça ne sert à rien de dire à un alcoolique « Qu'est-ce que vous buvez, monsieur ?» parce qu'il va dire « Oh, pas grand-chose, une petite bière de temps en temps. Hein. » Bon. Il dénie, les alcooliques dénient encore plus, si vous voulez, les effets de l'alcool. Hein. D'abord, il dénie la consommation d'alcool, il dénie la toxicomanie à l'alcool. Hein, je peux arrêter quand je veux, hein, c'est ce qu'ils disent, mais je n'ai pas envie en ce moment. Et il dénie aussi les effets somatiques de l'alcool. C'est très impressionnant quand vous avez des grands alcooliques qui ont la cirrhose, l'anémie, tout un tas de complications, et on se demande s'ils ne vont pas passer l'arme à gauche dans les mois qui suivent, et ils vous disent tranquillement « Non, non, ça va, vous inquiétez pas, oui, ça va. Moi, j'ai pas beaucoup de plaquettes, mon taux de prothrombine est effondré, mais tout ça, c'est pas grave, je vais tenir le coup. Hein. » Donc, si vous voulez, il y a ces dénis donc, qui touchent beaucoup de personnes. C'est vrai que dans les addictions, dans l'alcoolisme, le tabagisme, le déni est favorisé par l'éloignement temporel entre un comportement et ses conséquences somatiques. Alors, peut-être c'est un peu le cas dans la maladie dont on parle ici, dans l'hypercholestérolémie familiale. C'est peut-être plus difficile, si on est atteint de cette maladie, de la prendre en charge réellement si on n'a aucun symptôme, aucun malaise, aucune difficulté, aucune fatigue. C'est vrai qu'on pourrait penser, au fond, les médecins me disent ceci, cela, l'association me dit ceci, cela, mais au fond, pour l'instant, moi je vais bien, je ne vois pas pourquoi je m'embêterais avec un risque qui est peut-être un risque tout à fait hypothétique. Alors, la difficulté dans le déni, si vous voulez, c'est qu'au fond, si on y réfléchit bien, le déni, ça porte plus sur des choses négatives, sur l'absence de choses, que sur des réalités positives. Hein. Là, c'est un bon exemple. Si on parle de l'hypercholestérolémie, le déni, il porterait sur le risque de perdre son état de bonne santé. C'est pas pareil, si vous voulez, que de refuser un diagnostic qui est porté d'une manière indubitable. Hein. Par exemple, si vous voulez qu'on porte un diagnostic de cancer, je pense que ce qui est l'objet du déni, c'est pas tellement le diagnostic de cancer, si vous voulez. Les gens, à la limite, au bout d'un certain nombre de consultations, de répétitions d'examens, etc., ils peuvent accepter, hein, je parle des gens qui construisent un déni un peu consistant, ils peuvent accepter les éléments qu'on leur donne. Hein. Mais ce qui fait l'objet du déni d'une manière beaucoup plus importante, c'est l'idée qu'on va perdre son intégrité somatique ou son intégrité psychique. C'est-à-dire que c'est la perte de l'état de santé. C'est ça qui fait l'objet du déni. Parce que, on verra, quand je vais développer mon propos, on verra qu'en fait, accepter de perdre son état de santé, c'est accepter la condition humaine dans laquelle entre
la maladie et la mort. Et ça, c'est peut-être quelque chose qui est extrêmement compliqué. Alors, j'ai dit, le déni, c'est un mécanisme de défense qui remonte loin dans l'âge de la personne, dans l'enfance. Hein. Le prototype du déni, si vous voulez, je ne sais pas si vous avez vu des petits, enfin vous avez vu tous des petits bébés de 6, 7, 8 mois, vous savez. Les psychiatres, hein, c'est un psychiatre américain, Spitz, il a développé un concept qu'on appelle l'angoisse de séparation, c'est-à-dire que quand les bébés ont 3, 4, 5 mois, on peut les passer de bras en bras, ils ne se protestent pas trop, si on les secoue pas trop, si on est confortable, ils sont assez d'accord pour changer de bras, mais il y a un moment où ça ne leur convient plus. Hein. Il y a un moment où le bébé est dans les bras de papa ou dans les bras de maman, et si on dit il y a une tante qui vient en visite, bah tiens, prends-le un petit peu, à ce moment-là, le bébé, il fait ce geste-là, où il se retourne, en fait, il fait des gestes de rejet. Ces gestes de rejet, on pourrait dire, c'est je ne veux pas voir cette personne qui n'est pas une personne familière et qui représente pour moi un danger. Alors, bon, si le bébé pouvait parler, peut-être il pourrait faire un développement comme ça. Il n'a pas besoin de parler, il suffit qu'il montre sa détresse, hein, pour que les adultes en prennent conscience. Donc, si vous voulez, dans cette situation-là, la distance avec la personne de référence, la mère ou le père ou quelqu'un d'autre, hein, va créer une angoisse de séparation et un rejet de la situation. Comment l'enfant se défend? Ben, il ne veut pas voir ce qu'on lui propose. Alors, le déni, si vous voulez, je dis ça, c'est un précurseur. Ça, c'est pas encore du déni. Hein. On dit c'est pas encore du déni parce que l'enfant, au fond, il peut pas faire toute l'analyse de la situation que je viens de faire à sa place. Hein. Il n'en est pas encore là dans ses processus mentaux. Et le déni, il va surgir quand l'enfant a des capacités d'organiser ses perceptions un petit peu plus élaborées. Alors, c'est Freud, le premier, si vous voulez, qui a insisté sur le déni, c'est lui qui a créé le terme. Hein. Le terme allemand, c'est Verleumdung. Alors, il l'a décrit dans une situation très particulière. Hein. Pour Freud, si vous voulez, le déni va caractériser la position du petit garçon qui se rend compte que les filles n'ont pas de pénis. C'est au début, hein, Freud s'intéressait beaucoup à la sexualité infantile, et au début, si vous voulez, il a développé ce concept de déni pour insister sur le fait que la perception de l'absence de pénis, ou l'idée que des gens n'auraient pas le pénis, des personnes n'auraient pas de pénis, ça touche beaucoup le petit garçon dans son intégrité physique, dans la mesure où à cet âge-là, entre 3 et 5 ans, messieurs, vous vous en rappelez plus trop, mais entre 3 et 5 ans, le pénis avait un grand intérêt pour vous. Vous aimiez le bricolier, vous compariez avec ceux des copains, et votre maman vous disait « touche pas à ton zizi », et peut-être votre papa disait « si tu continues, on va te le couper hein, », ce qui entraînait une grande angoisse, hein, chez le petit garçon. Alors heureusement, les parents modernes ne disent plus des choses comme ça, mais la génération précédente, c'était, en tout cas dans celle de Freud, c'était assez banal. Hein. Et Freud développe cette idée que le petit garçon, il va mettre un certain temps avant d'accepter que les filles n'ont pas de pénis, et surtout que sa maman n'a pas de pénis. Hein. Les filles éloignées, à la limite, ça n'a pas d'importance, mais les personnes que le petit garçon a en haute estime, hein, sont des personnes qui doivent être aussi douées que lui sur ce plan-là. Hein, il a du mal à accepter cette idée, et Freud donne des exemples dans plusieurs ouvrages de réactions d'enfants à cette découverte de l'absence de pénis, donc au fond à cette découverte de la différence des sexes. Alors, Freud a été beaucoup critiqué par les psychanalystes qui lui ont succédé, en particulier par les psychanalystes femmes, qui ont dit mais quand même... il n'y a pas de raison de donner cette place-là à l'organe sexuel mâle. C'est quand même très dévalorisant pour les femmes. Et d'une certaine manière, je pense qu'elles ont raison. Parce que je pense que ce qui compte dans ce déni de l'absence de pénis par le petit garçon, je pense que ce qui compte, si vous voulez, c'est peut-être plus la différence sexuelle en elle-même que le fait que cette différence se rattache au pénis ou à un autre organe ou à l'organe génital féminin. Je pense que pour l'enfant, hein, le fait de se rendre compte qu'il y a des gens qui ne sont pas comme lui, hein, c'est assez compliqué. D'accepter
qu'il y a une différence entre des humains, que des humains sont construits de telle façon et d'autres d'une autre façon. C'est quelque chose qui est assez compliqué, et le petit enfant, il préfère vivre pendant un certain temps dans l'illusion qu'on est tous pareils, c'est-à-dire qu'on est tous comme lui. Alors, dans les travaux de Freud, si vous voulez, on portait sur le lien, ensuite on portait sur le lien entre cette phase phallique du petit garçon et puis la psychopathologie des fétichistes. Alors je ne vais pas trop entrer là-dedans, mais je vais garder simplement un élément qui est assez important. Freud montre que chez les fétichistes, il semble que ce refus d'accepter la différence des sexes et le fait que les femmes, la mère, n'aient pas de pénis, persiste jusqu'à l'âge adulte. Et le fétiche, c'est quelque chose, le fétiche auquel le fétichiste est très attaché, l'objet fétiche, c'est quelque chose qui vient à la fois nier l'absence de sexe féminin chez la mère, puisque ce fétiche représente l'objet sexuel mâle, et en même temps qui vient reconnaître, puisqu'il y a besoin d'un fétiche, l'absence de cet objet sexuel masculin. Donc, si vous voulez, ce qui est intéressant dans ce développement, c'est de dire au fond, le déni ne peut tenir, le déni ne peut persister que dans les situations où il y a un clivage dans les représentations du sujet. On va dire la fonction du moi chez tout un chacun, c'est d'essayer d'intégrer toutes les représentations de façon à ce qu'elles soient assez cohérentes. Eh bien, dans certaines circonstances, dans certaines pathologies, ou même chez tout un chacun à un certain degré, il y a un clivage du moi qui fait que peuvent coexister des représentations qui, logiquement, ne sont pas compatibles, à condition qu'elles ne soient pas en contact. C'est-à-dire, une partie du moi clivé méconnaît l'autre partie du moi clivé. Ce qui explique la réaction de mes collègues. D'un côté, ils peuvent être convaincus des méfaits du tabac, mais d'un autre côté, il y a chez eux une partie qui les pousse à fumer une cigarette parce qu'ils ont envie de fumer une cigarette dans un moment de tension. Et au fond, ces deux séries de représentations ne sont pas connectées, ne sont pas liées, ce qui permet au déni de persister. Alors, au fond, on se rend compte que même si le déni portait au départ dans l'histoire freudienne sur la différence des sexes, le déni, il peut au fond s'appliquer à tout ce qui est lié à ce que Freud appelait les éléments d'une castration symbolique, mais à ce que tout simplement je vais appeler les limitations qui sont inhérentes à la nature humaine. On pourrait dire qu'au fond, le petit enfant, il va se développer en gardant dans un coin de son esprit l'idée qu'on est tout puissant, qu'il n'y a pas de limite. C'est d'autant plus facile pour lui que la toute-puissance, il la délègue à ses parents. Donc il a la chance d'être l'enfant de parents tout-puissants, et lui-même, d'une certaine manière, est tout-puissant. Donc tout ce qui va rappeler que cette toute-puissance n'est pas réelle va être écarté, et le déni s'applique à toute représentation qui met en cause la toute-puissance, l'absence de limite des humains. Alors vous allez me dire, est-ce que tous les humains ont gardé cette idée de toute puissance en eux? Alors on va dire que l'acquisition de l'humanité dans la prise en compte de la réalité des limites de la condition humaine, eh bien c'est une démarche qui va durer toute la vie. On a toujours des éléments de toute puissance dans un coin de notre tête, et puis on a toujours aussi un regard sur la réalité de façon à s'adapter à cette réalité. Donc vous voyez que le déni, c'est quelque chose d'assez général, qui va porter sur les limitations d'une manière générale, la différence des sexes, qu'on peut considérer comme une limitation, puisqu'on n'est pas tout, il y a des hommes, il y a des femmes, la maladie, la mort. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec le déni quand on est médecin, quand on est soignant, par rapport à nos patients? Alors, je crois que j'ai essayé de vous montrer que le déni, ce n'était pas quelque chose de rationnel. C'est quelque chose qui se construit
dans des processus inconscients qui échappent complètement, si je puis dire, à la volonté du sujet. Dans le texte que j'ai fait sur le déni, d'ailleurs, il y a une petite... J'ai parlé des mensonges de l'enfant, hein, et il aurait fallu que j'indique que le déni, c'est pas tout à fait la dénégation, hein, c'est différent. Quand quelqu'un vous dit c'est pas moi qui, ou j'ai pas fait ça, ou j'ai pas assez pensé, etc., en fait, il peut prendre conscience d'un certain type de pensées qui lui font pas plaisir en les niant. C'est pas moi qui pense des choses aussi horribles. Les mensonges d'enfants, c'est souvent ça. C'est pas moi qui ai pris le pot de confiture qui est dans le placard, c'est un autre. Ça, c'est une dénégation. Et dans une dénégation, il y a presque l'aveu, hein, de la réalité de la chose. Le déni, c'est beaucoup plus fort que ça. Hein. Le déni, c'est pas moi qui ai pris le pot de confiture dans l'armoire. Le déni, c'est il n'y a pas de pot de confiture, il n'y a pas d'armoire. C'est-à-dire que quand l'enfant est pris en flagrant délit de mensonge, hein, il va au plus pressé, il défend son intégrité psychique, il défend la confiance que ses parents doivent avoir en lui, pense-t-il, et il va dire c'est pas moi, hein, en déniant complètement la réalité de ce qu'il a pu faire. Donc, si vous voulez, je reviens maintenant, les patients, hein, je ne veux pas dire qu'ils sont comme des petits-enfants quelquefois, mais quelquefois ils réagissent un peu comme des petits-enfants. C'est-à-dire, ils vont donc opposer aux propositions qu'on peut leur faire concernant leur réalité somatique ou leur réalité psychique, ils vont opposer des dénis, un déni. Ça ne sert à rien d'attaquer ce déni frontalement et de manière rationnelle, de démontrer. Ça ne sert pas à grand-chose. Ce qui va servir, si vous voulez, c'est de créer avec le patient qui est dans le déni une relation de confiance, hein, où on va travailler pas à pas la question de ce déni. On pourrait dire que le déni qui vient, au fond, bloquer le travail d'élaboration mentale à partir des éléments de réalité, hein, c'est-à-dire il vient empêcher de symboliser des éléments de réalité, hein, on va dire qu'au fond, ce déni-là, dans lequel est pris le patient, il impose au soignant d'essayer de faire à sa place un travail d'élaboration des éléments de réalité et de lui proposer au fur et à mesure. Et d'une certaine manière, si vous voulez, la prise en compte de la réalité va faire un détour par la personne du soignant. Et le soignant va pouvoir transmettre, quand je dis le soignant, ça peut être n'importe quel aidant, hein, c'est pas forcément un soignant, mais n'importe quel aidant, n'importe quel tiers, va pouvoir transmettre par un mécanisme d'identification au patient et puis ensuite un mécanisme de rendu au patient de ce qu'on perçoit de sa réalité, ça va lui permettre de l'aider à faire lui-même ce travail d'élaboration qu'il ne peut pas faire directement tout seul. Alors, c'est un travail qui est assez compliqué, assez subtil, hein, et qui ne peut s'appuyer que sur une relation assez consistante. C'est peut-être dans la médecine moderne, ce qui est peut-être compliqué, si vous voulez, je crois que c'est souvent compliqué, c'est que dans la médecine moderne, on a tendance à être des agissants, des faisants, hein, plutôt que des gens en relation. Et si on a affaire à des situations pathologiques graves, compliquées, de longue durée, ce qui compte d'abord, c'est d'établir une relation avec le patient et de prendre son temps pour arriver à lui faire prendre en compte des éléments de réalité qui vont donc attaquer ses fantasmes de toute puissance. Je vous remercie.